Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. L'organe de poursuite judiciaire a organisé des échanges avec des détenus et prisonniers au sein de la prison de Miyove qui se trouve en district de Gicumbi. Ces détenus ont été incarcérés pour des crimes comme les vols, les agressions physiques, les coups et blessures. Ce processus d'échange entre la justice et les détenus a été organisé en vue de les encourager à avouer leur culpabilité et à ainsi réduire les peines. Permettre leur réinsertion dans la société. Certains d'entre eux seront immédiatement libérés en raison du niveau de crime qu'ils ont commis et de leur comportement au cours de leur incarcération et le pardon demandé auprès du procureur. Place maintenant à la santé pour parler de certains Rwandais qui indiquent avoir accès à des médecins spécialistes au niveau du centre de santé leur a permis de connaître leur maladie à temps, ainsi pouvoir mieux la traiter. Le récit de Patrick Nilidandi. Toujours avec les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les activités de commémoration se tiennent régulièrement dans différentes localités nationales et ailleurs dans le monde. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, partage son point de vue sur les discours de haine de la sous-région. Indépendamment de notre volonté, ces images ne sont pas encore prêtes. Continuons avec certains Rwandais qui résident en province de l'Est. La consommation excessive d'alcool et le chômage sont les principaux facteurs de la propagation du VIH-Sida dans certaines provinces, dont le taux reste élevé à 19,2%. Maintenant, nous continuons avec avoir accès à des médecins spécialistes au niveau du centre de santé. Donc ça a permis de connaître la maladie à temps et de pouvoir mieux la traiter. Les historiens analystes estiment qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la culture de l'impunité afin de prévenir les crimes comme celui du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ils indiquent que c'est l'impunité qui a encouragé les génocidaires à poursuivre leurs actes ignobles en 1994. Les détails avec Winnie Nkurunziza. L'ancienne préfecture de Gikongoro, au sud du Rwanda, est l'une des localités où les Tutsis furent massacrés en grand nombre depuis 1959 et chaque fois les responsables de ces massacres étaient plutôt récompensés au lieu d'être punis, comme l'indique le docteur Philbert Kakwenzile, président de l'association des rescapés du génocide Ibuka. Celui qui a supervisé les tueries à Gikongoro, à ce moment-là, André Nyeramugawa, qui était préfet de Gikongoro, a été promu comme député. Non seulement il n'y avait pas d'impunité, mais aussi il y avait une sorte de récompense, d'appréciation de celui qui a conduit ces faits. Et les impunités ont continué un peu partout. Mais aussi, il faut parler aussi de cette question du manque d'état de droit. Le fait que toute la population n'avait pas accès aux ressources, aux avantages du pays, ça renforçait justement ce fait que l'exclusion était consacrée dans ce pays. Ce point de vue est collaboré par M. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, engagé dans la lutte contre la culture de l'impunité. Tout le monde sait qu'à Noël 1963 et puis début janvier 1964, il y a eu ce qu'on appelle le petit génocide de Gikongoro, qui a fait plus de 20 000 morts. Et donc, effectivement, la préfecture, mais qui n'était pas, je crois, à ce moment-là encore préfecture, mais la région de Gikongoro a connu des massacres d'une manière très précoce. Et là aussi, ce n'est pas étonnant qu'on les retrouve en 1994. C'est bien ce qui a fait le lit du génocide, hein, que pendant des années, des dizaines d'années, aucun massacre de Tutsis n'a été puni, n'a été suivi de poursuites judiciaires. Ça a bien sûr laissé entendre aux tueurs qu'ils pouvaient recommencer le travail. Le collectif des partis civils pour le Rwanda déplore par ailleurs la présence de plusieurs suspects génocidaires se trouvant encore sur le sol français.
L'ambassadeur de France au Rwanda indique qu'actuellement la justice française fait un pas dans la lutte contre la culture de l'impunité, même si les dossiers à juger sont nombreux. La lutte contre l'impunité est vraiment une priorité. Il faut reconnaître que la France a peut-être un petit peu tardé à faire ce qu'elle devait faire par rapport aux présumés génocidaires qui sont sur son territoire. Mais depuis quelques années, notamment sous l'impulsion du président de la République, des moyens nouveaux ont été donnés à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, au parquet national antiterroriste, donc ce sont les magistrats qui instruisent contre les présumés génocidaires. Et actuellement, on est sur un rythme de presque 2 procès par an de présumés génocidaires. On va avoir là très prochainement le procès de Ategi Kimana et ensuite à la fin de l'année le procès de Sosten Munyemana. Et donc ce sont des procès devant la cour d'assises de Paris qui durent presque 2 mois avec une 50aine de témoins rwandais qui vont en France et une autre 50aine de témoins. La plupart de ces témoins étant des victimes, mais pas tous. Par exemple, parmi les témoins qui sont auditionnés en visioconférence, il peut y avoir des gens qui sont actuellement incarcérés et qui en fait sont amenés à témoigner dans le cadre de ces procès. Et ces procès sont essentiels parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Et la France donc apporte sa contribution à cette justice et finalement ça permet aussi une meilleure connaissance d'un crime qui nous concerne tous, puisqu'un génocide c'est un crime contre l'humanité. Donc l'humanité dans son entièreté est concernée par ce crime. L'ambassadeur de France au Rwanda apprécie tout de même la résilience des Rwandais qui leur a permis d'asseoir l'unité et la réconciliation et bâtir un État prospère et respectueux dans le concert des nations. C'est un pays qui a traversé des épisodes terribles, qui aurait pu ne jamais s'en remettre et qui pourtant se redresse. Et qui maintenant d'ailleurs est un peu une des vitrines de l'Afrique. Ça montre qu'évidemment il ne faut rien ébouiller. Il faut se souvenir, mais il faut être capable de reconstruire, y compris quand on a le sentiment que tout a été détruit. Donc c'est possible à condition de prendre les bonnes décisions et que chacun aussi... En tout cas, pour bâtir le présent, pour envisager l'avenir, il faut être clair sur son passé. Et je pense que c'est ce que le Rwanda fait, et ça, c'est une bonne chose. Cette voix du Rwanda dans la lutte contre l'impunité est de plus en plus entendue par plusieurs pays qui sont soit jugés, soit extradés vers le Rwanda, les suspects du génocide qui tentaient de fuir la justice dans des pays étrangers. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Le 24 avril 1994, les massacres de Tutsis ont continué à travers tout le pays. De très nombreux Tutsis ont été tués, loin d'être exhaustifs. Voici ici après le rappel des massacres de Tutsis qui ont été commis donc le 24 avril. Les détails avec Winnie Nkurunziza. Les militaires et les gendarmes ont eu une grande responsabilité dans l'accélération de la mise en œuvre du génocide dans le sud du Rwanda et à leur tête, il y avait des membres de la garde présidentielle qui étaient chargés de la protection du président Habyarimana en collaboration avec d'autres militaires et des gendarmes. En cette date, il y a eu des massacres des milliers de Tutsis à Mayunzwe, l'un des 6 secteurs qui composaient la commune Tambwe. Près de 850 Tutsis de ce secteur ont été tués, la plupart le furent le 24 avril 1994 à l'endroit appelé Calvaire. Les Tutsis qui avaient été chassés de leur domicile le 21 avril 1994 et amenés sur la colline appelée Calvaire ont été tués à l'aide d'armes traditionnelles, gourdins, machettes et autres. Au même jour, de nombreux Tutsis se sont réfugiés au petit séminaire Saint-Léon, au collège Saint-Joseph, au grand séminaire de Kabgayi, dans les anciennes maisons de la Trafipro, désignées sous le nom de CND pendant le génocide, et à l'hôpital de Kabgayi. Personne n'a pu cependant entrer dans la cathédrale de Kabgayi parce que l'évêque de Kabgayi a refusé d'accueillir des réfugiés dans la cathédrale de peur que celle-ci ne soit détruite. À l'entrée de Kabgayi, il y avait des barrières, de sorte qu'un grand nombre de Tutsis n'ont pas pu accéder au bâtiment où s'étaient réfugiés les autres. Les Tutsis ont commencé à s'y réfugier vers le 20 avril 1994. Dès l'arrivée des réfugiés, les Interahamwe venaient sélectionner les Tutsis qui étaient ensuite tués, soit dans les bâtiments, soit à l'extérieur et dans le bois de Kabgayi. Parce que les Tutsis qui se réfugiaient à Kabgayi venaient de différentes localités, les Interahamwe qui venaient d'autres préfectures arrivaient avec la liste des Tutsis qui s'y étaient réfugiés et les amenaient pour les tuer.
Les Tutsis à Kabgayi sont également morts de faim et de maladie à cause de la saleté dans laquelle ils vivaient car ils n'avaient pas accès à l'eau. Les cadavres se sont accumulés et Kabgayi s'est rempli d'un air nauséabond. Les tueurs ont pris la décision de ne plus tuer sur place et ont amené un véhicule dans lequel ils ont embarqué des Tutsis à partir de ceux qui étaient les plus éduqués et ceux qui étaient les plus nantis, ainsi que les hommes et les jeunes gens et allèrent les tuer ailleurs. À Kabgayi, les Tutsis ont été tués jusqu'au 1er juin 1994. Le 2 juin 1994, les réfugiés Hutus sont partis très tôt après avoir appris que les Ingotani étaient sur le point de prendre Kabgayi. Sans rester les Tutsis survivants, le massacre de tous les Tutsis avait été planifié et ceux-ci s'étaient préparés à la mort car encerclés de partout par les tueurs, lorsqu'ils attendirent le bruit d'une fusillade, ils ont cru que c'était la fin, que l'on avait commencé à les tuer, mais ils ont vu que les Ingotani surgirent de l'endroit appelé Kamazuru. Les tueurs ont déguerpi sans avoir pu exterminer les Tutsis comme ils l'avaient planifié. Au mémorial du génocide de Kabgayi, plus de 10 000 corps des victimes y ont été inhumés. Des religieux avaient été tués, enlevés du grand séminaire, du collège Saint-Joseph et d'autres bâtiments de Kabgayi abandonnés et trahis par leurs collègues. Ainsi, par exemple, le père Emmanuel Rukundo, qui a participé au massacre de Kabgayi et violé des femmes Tutsis avant de les livrer à la mort. Rukundo a été le 2 octobre 2010 condamné pour crime de génocide à 23 ans de prison par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Le 24 avril 1994, également les Tutsis ont été tués à Kamonyi, à Ruhango et dans plusieurs autres localités du sud du pays, comme de tout le pays en général. Le génocide contre les Tutsis a été planifié et mis en œuvre par l'État rwandais. Les massacres des Tutsis à partir du 7 avril 1994 au matin, en même temps et à travers tout le pays, est la preuve que le plan du génocide avait été préparé par l'État. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Pendant les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, les activités de commémoration se tiennent régulièrement dans différentes localités nationales et ailleurs dans le monde. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, partage son point de vue sur les discours de haine de la sous-région. Une communauté internationale qui a été trop longtemps sourde et aveugle, une mission des Nations Unies qui n'a pas été efficace, qui n'a pas été à la hauteur. Et donc il y a une conjonction effectivement, je dirais, de faillites à la fois personnelles et collectives qui ont abouti à un drame incommensurable. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que ce type de drame, ce type de tragédie à l'échelle de l'humanité ne puisse pas se reproduire. Alors déjà, sur l'attitude de la communauté internationale en 1994 et dans les années qui ont précédé, il y a quelques individualités qui avaient compris ce qui se passait. Malheureusement, ces individualités n'ont pas été entendues. C'est ce qu'on n'appelait pas encore les lanceurs d'alerte, maintenant on dirait des lanceurs d'alerte. C'est assez dramatique, mais effectivement, souvent les lanceurs d'alerte ne sont pas entendus, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que les discours que l'on entend dans la région, dans certains pays, dans un grand pays voisin notamment, ont des échos, je dirais, très, très graves, enfin en tout cas rappellent des discours qui étaient entendus avant 1994. Et c'est une grande source de préoccupation, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Et je pense qu'effectivement la communauté internationale a le devoir d'être davantage à l'écoute, d'être davantage lucide, et d'être davantage dans l'anticipation et non pas dans la réaction, parce que quand elle réagit, c'est toujours trop tard. Place maintenant à la réduction d'impôts à travers un récit que je vous propose de suivre, préparé par mon confrère Patrick Nilidandi. Parmi les décisions appréciées par les citoyens figure la taxe sur le terrain résidentiel qui sera payée entre 0 et 80 francs rwandais par mètre carré, à partir du paiement habituel qui était de 0 à 300 francs rwandais. La taxe immobilière et la taxe foncière sont combinées. Il y aura un paiement de taxe de 0,5% de la valeur marchande combinée de la maison et du terrain contre 1%. Pour les immeubles commerciaux, taxe réduite de 0,5% à 0,3% de la valeur précédente. Certains frais dans les entités décentralisées ont également été supprimés.
Aujourd'hui, après avoir vu les taux d'imposition, nous étions heureux. Comme sur les terrains, la taxe est comprise entre 0 et 80 francs rwandais. Il appartient donc aux administrateurs locaux d'analyser et de décider du coût final en tenant compte des capacités de leurs habitants. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que si on allait chercher un certain document au niveau du secteur et que vous constatiez que vous deviez payer un certain montant, maintenant ces frais ont été supprimés. C'est donc quelque chose que le gouvernement a mis en place pour l'intérêt de la population. Un expert en économie, Straton Habyarimana, démontre que la réduction et l'exonération d'impôts sur certains produits signifient beaucoup pour l'amélioration des investissements. Lorsque nous examinons les investisseurs, en particulier les investisseurs d'autres pays, ils doivent d'abord comparer et analyser où ils bénéficieront davantage lors de leur investissement. Bien sûr, les autorités ne considèrent pas seulement les taxes, mais aussi ont tenu compte de la vie de la population, car les taxes étaient élevées. Et avec les taxes élevées, il est difficile d'attirer les potentiels investisseurs. Mais lorsque les impôts sont déduits, les chances sont également élevées. Le secrétaire d'État chargé du Trésor public au ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Toussabé, réitère que la réduction d'impôts attirera des investisseurs et que leurs activités soutiendront principalement les jeunes. Nous pensons que ces changements vont nous permettre d'attirer les investisseurs et que ceux qui étaient déjà dans le pays amélioreront leur production. Les avantages ne se limitent donc pas seulement aux impôts, mais aussi à l'emploi de nos jeunes qui constituent la majorité de la population selon les statistiques. Les modifications apportées devraient augmenter le produit intérieur brut du pays de 1% au plus tard à l'exercice 2025-2026. Certains Rwandais indiquent avoir accès à des médecins spécialistes au niveau du centre de santé leur a permis de connaître leur maladie à temps et ainsi pouvoir mieux la traiter. Le récit de Patrick Nilidandi. Au centre de santé de Nyarurenzi, en district de Nyarugenge, un groupe de médecins de l'organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda est en train de diagnostiquer et de traiter des maladies dentaires, oculaires, maternelles et autres maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, et celles qui nécessitent la chirurgie. Après avoir été soignés par des médecins spécialistes, les patients reçoivent des médicaments gratuitement. J'avais toujours mal au ventre. J'espère que ces médicaments m'aideront aussi. Comme ils m'ont dit que je devais le prendre 3 fois par jour. J'ai une maladie oculaire depuis de nombreuses années. Et maintenant, je ne sais même plus regarder dans mon propre téléphone. Je souhaite avoir un spécialiste qui me soignera, afin que je puisse lire des textes et aussi chercher ce que je peux faire. Le président de l'organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda, Dr Muhumuza Steven, a noté qu'un traitement précoce empêche la population d'atteindre un état critique d'une maladie. Qu'il s'agisse des diabètes, des problèmes physiques ou des tensions artérielles, lorsqu'ils sont traités tôt, cela aide une personne à ne pas atteindre un état critique d'une maladie, car ce dépistage précoce aide également un patient à continuer à travailler normalement, car lorsqu'il ou elle prend conscience de sa maladie tard, cela va lui coûter cher un traitement et une longue convalescence. Il est prévu que dans 3 jours, ces médecins spécialistes qui travaillent déjà dans différents hôpitaux à travers le pays pourront soigner plus ou moins 1200 à 1500 personnes.
Certains résidents rwandais donc de la province de l'Est estiment que la consommation excessive de l'alcool et le chômage sont les principaux facteurs de la propagation du VIH-Sida dans cette province, dont le taux actuel est de 19,2%. Le centre Rukomo est l'un des centres dynamiques du district de Nyagatare, compte tenu de son développement qui attire de nombreuses personnes des différents endroits. Ces centres comptent également un grand nombre de jeunes chômeurs, ce qui pousse cette jeunesse à des comportements irresponsables comme des rapports sexuels précoces et non protégés. Il y a trop de rapports sexuels à Nyagatare. Nous ne connaissons pas vraiment sa cause. Peut-être que c'est la pauvreté et le chômage. J'aimerais que nous soyons occupés par des activités pouvant réduire ces niveaux de chômage. L'un des signes que les rapports sexuels sont à un niveau élevé est le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes dans cette région, ce qui signifie qu'elles ont des rapports sexuels non protégés. Nyagatare occupe la mauvaise place de première région du pays, à avoir de nombreuses mères adolescentes, alors que le dernier chiffre était de 23 000. Les statistiques montrent qu'en province de l'Est, l'augmentation de l'infection à VIH dans la tranche d'âge entre 20 et 24 ans est de 1,8% pour les filles et de 0,6% pour les garçons, ce qui signifie que les filles sont 3 fois plus infectées que les hommes. Les jeunes dans les écoles disent que ces chiffres sont élevés, c'est pourquoi ils pensent que des efforts doivent être faits dans le domaine de l'éducation pour obtenir suffisamment d'informations sur le VIH-Sida. Certains n'ont même pas accès aux informations sur la prévention contre le VIH, car certains adultes trompent les jeunes sur le fait que les rapports sexuels non protégés ne représentent aucun danger et ne transmettent pas le VIH-Sida. Si nous avions accès à des vraies informations, nous ne pourrions pas avoir une aussi forte augmentation du VIH-Sida. Car nous souhaitons qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans l'éducation des jeunes, puisque nous sommes ceux qui subissent les conséquences après. Car nous voulons vraiment savoir comment nous pouvons nous protéger et ainsi combattre cette maladie et réduire sa propagation. Des statistiques alarmantes font état d'une négligence en termes de dépistage où 24% d'hommes et 16% des femmes n'ont pas encore fait des tests pour connaître leur état sérologique, alors que 67,2% de jeunes entre 15 et 24 ans ne savent pas leur statut. Aussi, les manques d'accès aux services liés à la prévention du VIH, tels que les préservatifs, qui restent coûteux pour cette catégorie, le manque d'accès aux services gratuits comme ailleurs et les manques de participation au programme de dépistage sont désignés comme les principaux contributeurs à l'augmentation du nombre de personnes touchées par le VIH-Sida en district de Nyagatare. Avant, je ne me protégeais pas. Mais après avoir découvert que j'étais séronégatif, je me suis dit que je devais me protéger. Car maintenant, je suis marié. Toutefois, avant de faire ces tests, j'étais inquiet et déprimé. Les statistiques montrent qu'au niveau national, la province de l'Est est en tête avec le nombre de personnes infectées qui atteignent les 19,2%. La deuxième place est occupée par la province du Sud avec un taux de 17%, la ville de Kigali avec un taux de 15% et la province du Nord a un taux de 10,8%. Nyiringindi Aimé Ernest, responsable de la campagne de prévention contre le VIH à Arabissi, le centre biomédical du Rwanda, a noté que les gens devraient continuer à faire des efforts pour prévenir cette pandémie. C'est pourquoi nous voulons mettre en place divers programmes pour les jeunes afin de les éduquer sur la manière de se protéger, de se prévenir et lutter contre le VIH-Sida et aussi développer cette confiance pour aller faire un bilan de santé, des tests et les mobiliser pour qu'ils soient conscients du service lié à lutter contre le VIH-Sida
et les utiliser également. L'utilisation de préservatifs dans le pays s'élève à 31%, tandis que le taux d'infection contre le VIH-Sida a atteint le taux de 2,6% en 2019 contre 3%, ce qui nécessite beaucoup d'efforts et une bonne compréhension de la prévention des nouvelles infections contre la pandémie. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.